J'appelle les différentes personnes. Allez-y. Alors, on a Pierre Messmaker de Cap Nord, Thierry Zilberzan du Crédit Mutuel et Dominique Tijoux de SRA. Dominique, tu es à domicile. Voilà. Hein. Alors, je prends. Voilà, je suis un petit peu perdu dans mes papiers. J'ai perdu la. Non. J'ai perdu la zapette. Voilà. Alors, on va parler ensemble de l'économie circulaire, les clés du succès. D'accord ? Alors, ce qu'on voulait faire, on va parler de Piec. Moi, je voulais peut-être recontextualiser rapidement et rappeler des choses que certains, enfin, peut-être tout le monde connaît, j'en sais rien, mais ça permet de remettre un petit peu d'ordre. Finalement, la Piec, effectivement, elle existe depuis un petit bout de temps. Elle monte en puissance. On va dire qu'on a un cadre légal structurant qui existe. On a reprécisé les différentes dates, les grandes échéances. Le décret 2009 autorise l'intégration des pièces de réemploi. En 2016, obligation d'offrir le choix entre une Piec ou une pièce neuve. Voilà, entrée en vigueur au 1er janvier 2017. À ceci dit, les réparateurs, effectivement, ne doivent pas oublier cette règle-là quand ils ont un consommateur en phase 2. Là, le message est passé. Complément avec la loi AGEC, qui veut dire qu'aujourd'hui, les filières, ça élargit effectivement des producteurs, harmonisation des pratiques. 2024, donc on voit qu'on avance. Extension aux 2 et 3 roues avec entrée en vigueur en octobre 2024. L'Europe et la CSRD, qui fait aussi partie des choses, et on a traité ça l'année dernière. L'Europe, révision 2023 pour renforcer l'économie circulaire. Je lis parce que je ne connais pas par cœur. Mais voilà. Une filière de plus en plus organisée, des centres VHU agréés, plateformes spécialisées, l'amélioration de la qualité, de la traçabilité. Donc on voit bien que tout ça s'organise. On a aussi finalement des enjeux pour les assureurs, réduction du coût des sinistres, un outil de RSE, maîtrise de la réparabilité, déploiement des politiques internes. Donc on voit bien qu'effectivement c'est un enjeu très important. Moi j'ai parlé du rôle et responsabilité des experts en automobile. On voit qu'ils font remonter la donnée effectivement pour analyser tout ça, mais ils ont un rôle dans le contradictoire avec les réparateurs. En tout cas l'évaluation de la faisabilité technique, garantie de conformité, accompagnement pédagogique, contribution, réduction au coût du sinistre. Et puis donc finalement les grands défis actuels, on peut dire qu'on a trouvé l'équilibre entre économie, sécurité et disponibilité des pièces, harmoniser les pratiques et faire de la Piec une réponse standardisée. Alors ça, c'était pour, on va dire, le contexte. Et on va aborder dans cette table ronde 3 aspects. On va parler du label SRA, une implication, on va dire, plus grande dans le contrôle. On va parler de l'expérience des ACM, s'intégrer dans la chaîne de valeur pour pouvoir agir de l'intérieur. Et puis Cap Nord, qui va nous parler d'une observation européenne et une mise en œuvre des bonnes pratiques. Par contre, Thierry, peut-être à la réaction par rapport à l'aspect réglementaire que je viens de lister. On a l'impression que finalement, ça existe depuis un bout de temps et que ça marche. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Quel rythme, Laurent? Quel rythme? Donc effectivement, oui, ça marche, mais on peut faire mieux. Et moi, j'identifie 3 grands leviers d'action pour les assureurs. Un premier qui est l'action sur l'offre. L'offre, bâtir ensemble une offre qui soit plus quantitative, qui soit plus qualitative. Comment est-ce qu'on peut agir, nous, en tant qu'assureurs? C'est simplement en maîtrisant nos véhicules sinistrés, maîtriser où est-ce qu'ils arrivent, par qui ils sont déconstruits, comment est-ce que les déconstructeurs vont extraire les pièces, à quel niveau. Donc c'est finalement mettre en place des partenariats qui tendent à une meilleure extraction qualitative, en donnant les moyens donc, à nos partenaires. Ça, c'est déjà un point important, c'est d'avoir une offre quantitative et qualitative. Deuxième point, c'est plutôt sur la demande. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Évidemment, nous, en tant qu'assureurs, on va agir sur nos réseaux de partenaires, experts qui est prescripteur, réparateur qui va poser cette pièce. Il y a encore quelques freins à lever malgré tout, notamment au niveau des réparateurs, même si certaines études montrent que plus des 3/4 sont aujourd'hui convaincus. On le voit dans les chiffres, qu'il y a encore une population à convertir et qu'il y a sûrement encore à convertir sur un certain nombre de pièces. Là, il faut agir. Alors, directement corrélé à cet aspect d'animation, il y a l'outil, le vecteur, les différentes plateformes qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a pléthore. Il y a des marketplaces, tantôt produites et créées par des assureurs, d'autres qui sont intégrés dans les DMS réparateurs, dans les DMS experts, dans les outils de chiffrage. Donc, on voit un petit peu une constellation. Une sphère qui s'est mise en place. Une sphère qui s'est mise en place. Mais sans cohérence. Sans cohérence, forcément, c'est un petit peu la course à l'échalote. Et
est-ce que demain, si on veut avoir quelque chose de plus qualitatif, on échangeait tout à l'heure avec Pierre sur ce sujet, qui me disait justement que dans ce fameux marché nordique, il y a un gros outil et pas 36. Donc est-ce qu'on ne doit pas finalement délester les déconstructeurs de cette partie de distribution On va le voir. en mettant en place peut-être quelque chose d'un peu plus qualitatif d'un point de vue, enfin qualitatif non, mais plus concentré d'un point de vue distribution. Organisé. Et le dernier point important également, il s'agit de l'adoption de nos clients assurés, sociétaires. Oui, ça va de mieux en mieux, mais non, on n'y est pas encore totalement. Alors, petite anecdote dans ce sens, en 2015, les ACM avaient créé une option éco-attitude dans leur contrat. Alors, moyennant une réduction, l'assuré s'engageait à poser de la pièce de réemploi. Et 2015, hein 2015. 2015, donc c'est ça date. Peut-être trop tôt. En avance. Pour autant, on a vu très vite une adoption forte de cette population éco-attitude. L'inconvénient, c'est qu'une fois que le marché prend, on voit l'inverse. On voit que la population non éco-attitude, on la ressollicite plus, côté expert, côté réparateur, pour lui demander son accord, parce qu'on imagine que, comme ils n'ont pas l'option, ils ne le veulent plus. Or, c'est pas parce que je ne voulais pas l'option au moment où je souscris le contrat que 5 ans, 7 ans, 8 ans, au moment du sinistre après, j'ai toujours cette même position. Donc là, le but, c'était de rétablir en fait cette problématique. Alors je réagis par rapport à l'interlocutrice Emmanuelle tout à l'heure. Sur le côté réglementaire, oui, on doit proposer, le réparateur doit proposer la pièce. Maintenant, on n'en est pas à en faire une obligation d'un point de vue, en tout cas, contractuel d'assurance. Et puis, il doit y avoir l'acceptation, effectivement, de l'assuré au final. Voilà. Alors, on va revoir sur tout ça. J'avais noté quand même qu'il y a une accélération depuis 1 an au sein du Crédit Mutuel, en tout cas sur l'observation Crédit Mutuel, sur ACM, sur effectivement la demande de PIEC, la mise en place de PIEC. Une très belle accélération, c'est vrai, depuis 2 ans, donc entre janvier 2024 et novembre 2025, on a enregistré, alors ça dépend comment on mesure, mais plus 50 sur le nombre de dossiers avec au moins une PRE et plus 75, on a bien mesuré aussi le chiffre d'affaires que représente la PIEC par rapport aux pièces, plus 75% en termes de chiffre d'affaires. Donc un cadre réglementaire qui évolue, qui accompagne et qui permet de rentrer dans le concret. Mais on voit quand même qu'on a besoin de clarifier tout ça. Alors, 3 expériences, 3 projets concrets. Le premier, c'est Dominique, donc pour SRA, c'est, alors Alain Bell, moi j'ai mis une implication plus grande dans le contrôle, parce qu'il y avait des choses qui existaient. Oui, tout à fait. Si on fait un bref historique, SRA, il y a 10 ans, lançait son premier label pour reconnaître les recycleurs travaillant dans le domaine du 2 roues, étant donné qu'il y avait une absence de réglementation à l'époque. Depuis lors, on l'a vu, de nombreuses choses se sont passées pour promouvoir la PIEC. Et donc, on a nécessité aujourd'hui de travailler de manière nouvelle sur un nouveau label. La PIEC, c'est aussi une donnée qui est maintenant suivie dans les nombreux documents produits par SRA. Vous avez à l'écran, par exemple, le taux d'utilisation de la PRE. Aujourd'hui, on constate qu'une réparation sur 5 fait appel à au moins une PRE en automobile et dans le cadre de réparation collision indemnisée par les assureurs. Et on est quasiment à 6% de PRE sur la totalité des pièces utilisées. Si on fait le parallèle avec le 2 roues, on voit qu'on est à 2% de réparation où l'on utilise une PRE, donc soit 10 fois moins qu'en automobile. Ouais. Donc le constat quand même, on voit que l'utilisation de la PRE augmente, mais on voit aussi que la marge de progression est vraiment très très importante. Autre constat effectué par SRA, les 5 pièces les plus utilisées en PRE représentent 52% de la totalité des PRE utilisées. Ça veut dire que ce sont essentiellement des pièces de carrosserie amovibles et que toutes les autres catégories de pièces demandent à être développées dans l'utilisation. Oui, à savoir si elles existent après. Si elles existent, bien les répertorier et ensuite bien
promouvoir leur commercialisation. C'est ce qui vous parlait, par exemple, par rapport à Emmanuel, 60 pièces en Suède, 10 à 15 pièces en France. Enfin, voilà, c'est toute la logique Oui. de trouver les pièces, quoi. Mhm. La suivante. Donc voilà, comment participer au développement de la pièce de réemploi? Eh bien, la réponse de SRA, c'est de travailler sur un nouveau label, le label SRA Recycleur Vertueux. Vous avez un magnifique logo à l'écran. Donc depuis maintenant 1 an, un groupe de travail a été constitué, formé d'assureurs, de formation professionnelle, d'experts et bien entendu de gérants de centres VHU. Nous avons fait appel à une assistante extérieure en la personne de Claire Lichowski de la société Eurocycling, qui avait déjà travaillé le sujet au sein de Mobiliance. Et puis donc nous avons lancé nos groupes de travail. Voilà, 1 an d'échanges riches, parfois un petit peu tendus, avec un groupe de travail constitué d'une trentaine de participants quand même. Donc voilà, un beau résultat avec un objectif, évaluer les professionnels du recyclage dans le cadre du démontage et de la commercialisation de la PIEC. Favoriser le démontage et la production de pièces, c'est bien, mais le label s'oriente surtout sur la PIEC dont les assureurs auront besoin pour réparer leur véhicule. Oui. Labellisation, alors je ne sais pas si tu l'expliques après. Non, bah c'est bon appétit, donc non. Non. Bah, je peux parler déjà des critères sur lesquels on parle. On va trouver dans le repas tout à l'heure. Non, bah, effectivement, ce label, alors concrètement, il va être mis en place, c'est-à-dire un centre de récupération va être labellisé. Et SRA va déterminer le critère. Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, il y a 2 prérequis. Que le centre dispose d'un arrêté préfectoral. C'est-à-dire qu'on travaille bien avec des centres VHU agréés, c'est quand même un minima. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui auront déjà un engagement environnemental, notamment sur le traitement des déchets polluants. Et puis le deuxième prérequis, c'est d'avoir un contrat avec un éco-organisme. Donc ça, c'est les 2 points pour la porte d'entrée, l'accès au label. Et ensuite, nous avons travaillé tout un tas de critères. Premier point, autant on travaillait uniquement sur le 2 roues dans la première phase. Là, avec le nouveau label, on ouvre à toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire l'auto, le 2 roues. Bien évidemment, dans le 2 roues, il y a les véhicules sans permis. On travaille sur le poids lourd et puis sur tout ce qui est industriel, c'est-à-dire en allant jusqu'à la machine agricole, voire le BTP. Donc là, l'ouverture est grande au niveau du nouveau label. On a défini des familles de pièces, justement on en parlait en introduction, des familles de pièces par catégorie de véhicules. Voilà. On voit si je reviens en arrière, voilà, c'est ces pièces-là. Voilà. Donc là, on va bien essayer d'aller chercher, de favoriser les catégories qui sont mal représentées aujourd'hui. Et puis on a fixé 3 niveaux de qualité pour essayer d'harmoniser justement la production et la mise en vente de ces pièces. Une qualité Q1 qui correspondra à la pièce premium, c'est-à-dire la pièce directement transposable sur un véhicule. Un niveau Q2 qui correspond à une pièce bon état nécessitant une intervention d'ordre esthétique. Et puis un niveau Q3 où là il y aura nécessité d'une intervention technique. D'accord. Donc 3 niveaux de qualité. Ensuite, donc, on a travaillé sur la traçabilité de la pièce, à partir du moment où le véhicule rentre dans le centre, où il est démonté, jusqu'à la commercialisation de la pièce, on doit avoir une traçabilité irréprochable, bien évidemment. Ensuite, on a travaillé les aspects justement de commercialisation de cette pièce, avec par exemple les délais de traitement des demandes ou des commandes. On est sur 1 jour ouvré. Le délai d'expédition, on est sur 2 jours ouvrés, donc des contraintes quand même assez fortes. Ensuite, on a exigé que toutes les pièces mises en ligne en vente disposent d'un commentaire.
un descriptif avec 3 photos à minima, plus une photo par élément endommagé ou par point de contrôle particulier. Et puis, je continue sur mes notes. Voilà, ouais, bien sûr, le point qui a été très discuté, c'est qu'on passe la garantie à 24 mois sur l'ensemble des pièces. Qui est aujourd'hui de... Ça dépend. Il n'y a pas de Il garantie. y a déjà des centres qui sont à 24 mois, D'accord. d'autres à 12. Voilà, il n'y a pas d'harmonisation. Donc là, on essaie 24 mois. Tout ça. Alors tous ces éléments ont un seul but, c'est bien évidemment de rassurer l'acheteur. D'organiser. On rappelle que le label SRA est à destination des réparateurs professionnels. Hein. Donc c'est aussi rassurer ces réparateurs dans leur choix de pièces et les inciter à progresser sur ce point-là. On examinera bien évidemment les taux de retour, voilà, le traitement des réclamations, et puis on ira voir aussi un petit peu les avis clients que le centre devra pouvoir communiquer. C'est une grosse machine de guerre là, à mettre en place, non ? Oui, c'est un beau travail, effectivement. Ouais. Et des équipes pour suivre tout ça, Équipe assez restreinte. D'accord. Voilà. Mais heureusement, un groupe de travail quand même constitué. Président. Avec un groupe de travail quand même avec beaucoup de participants. C'est quelque chose qui doit monter en puissance. Ça va monter en puissance. Donc tous ces critères, c'est bien beau d'avoir plein de critères, mais il faut aller les contrôler. Oui, ce que j'allais dire. Donc 2 organismes auditeurs ont été sélectionnés, SGS et DECRA. Un reporting justement sur la production de pièces sera mis en place. Et ça sera contrôlé par les auditeurs. Et à terme, on devrait être capable d'aller délivrer une note à chaque centre VHU. Une note qui sera propriété du centre, qui ne sera pas publique, libre au centre de la communiquer ou pas par la suite. Donc l'échéance pour le reporting, c'est soit le centre est directement dans les clous, il est capable d'aller mesurer tout de suite la performance. Donc il y a l'année 0 où il est labellisé. Au bout d'1 an, il obtient sa note parce qu'il nous fournit le reporting. Si ce n'est pas le cas, la note sera attribuée qu'à N+2, étant donné qu'on pourra laisser une année de transition justement à tous les centres qui auront besoin de s'adapter, de se mettre à niveau. Ils pourront le faire durant cette année de transition. D'accord. Voilà. Et pour finir, on est actuellement en train de finaliser donc les phases de test du label au sein de 6 entreprises pilotes. On en a d'ailleurs encore visité 2 cette semaine. Tout cela pour vérifier que tout ce que l'on demande est cohérent et bien en phase avec la réalité du terrain. Et puis aussi pour finaliser les fiches d'audit que les auditeurs utiliseront pour le label. Voilà. Bon, un beau projet. Donc on voit bien la SRA, observateur à acteur. C'est ça, tout à fait. Acteur. Oui. Et les assureurs étaient demandeurs de ça. Enfin, c'est quelque chose qui va dans le sens. À partir du moment où on veut promouvoir la pièce de réemploi, il faut qu'on ait des moyens de mesure et de promotion. J'avais une petite question en disant, tu as dit tout à l'heure, de développer les pièces qu'on ne voit pas encore mais enfin je veux dire elles existent, elles sont sur le véhicule, ça veut dire quoi? Qu'elles ne sont pas démontées, qu'elles ne sont pas prises en compte, qu'elles ne sont pas répertoriées, c'est quoi le changement? Qu'elles ne sont parfois pas démontées parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché, simplement SRA considère qu'il y a un besoin, donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose. On parlait par il y a exemple un trou dans la raquette. Voilà, les signatures lumineuses, clairement, les éclairages, les blocs optiques, les tarifs qui s'envolent. Clairement, il faut que les centres VHU accentuent leur effort dans ce domaine-là. Voilà, c'est un exemple. Là, voilà. Donc, d'accompagner les centres, mais Capteur pourra nous en parler tout à l'heure. Ok, c'est bon pour le label. Oui, encore une chose à dire? Non, c'est bon. Évidemment. Donc, justement, alors peut-être l'expérience suivante, et ça peut te faire une transition par rapport à Thierry sur effectivement, les assureurs sont-ils preneurs de ce label? J'imagine que oui. Oui, bien sûr, puisque c'est permettre en fait une qualité minimum, un niveau de qualité qui finalement ensuite rassure les réparateurs. C'est ça. En levant tous les irritants, tous les freins identifiés par les réparateurs. Alors là, on avait donc SRA, le label. Deuxième point pour ce tour de table, les ACM,
une vision, une expérience. Voilà, moi j'avais noté s'intégrer dans la chaîne de valeur pour pouvoir agir de l'intérieur. Hein. Mais elle n'est pas de moi, elle est de toi. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César, mais je la trouve assez explicative. Donc peut-être rappeler les démarches d'ACM. Il y a eu une première brique avec Station Mobilité, c'est récent. Est-ce que ça s'inscrit dans la démarche janvier 2025, je crois? Oui, C'est récent. oui, inauguration en janvier 2025. Alors, je refais un petit peu la genèse de l'histoire. Oui. Tout ça vient dans une période post-Covid où forcément réflexion stratégique, on réfléchit d'une part sur la partie inflation structurelle qu'on connaît bien dans le monde automobile. Alors oui, tous les trimestres on regarde les tableaux de bord du SRA et on continue de constater la même chose, avec une pièce qui représente 51%. De l'autre côté, autre phénomène, on voit des phénomènes concentratifs sur certains secteurs. On se pose des questions sur l'accès à un service qualitatif au juste coût dans le temps sur la partie après sinistre, ce qui est important pour nous en termes de satisfaction d'expérience client. Problématique également de raréfaction de main-d'œuvre. On voit toutes ces problématiques arriver. On se dit que la réponse, c'est d'aller plus loin que simplement animer des partenariats, aller plus loin en s'intégrant verticalement, en intégrant cette chaîne de valeur. Alors, c'est pas tout nouveau, hein, on reste à notre échelle, on reste humble là-dessus. D'autres assureurs au rayonnement européen, mondial l'ont fait bien avant nous. Mais on a voulu donc aller plus loin. Et la première brique, alors c'est vrai que ça a ouvert en janvier 2025 officiellement, mais on a bien travaillé bien avant sur ce sujet-là, qui est Station Mobilité, qui est effectivement un concept innovant. Le but, c'est d'avoir une vision simplifiée du parcours client, et donc dans un centre unique, via digitalisation du parcours, le client arrive, la plaque est scannée, les photos de son véhicule sont prises, il échange les clés avec un casier à clés, un locker. Et puis il repart avec un véhicule de remplacement, pas de rupture de mobilité. Sur place, il y a un expert, il y a des réparations brigas qui se font, il y a des partenaires réparateurs, carrossiers qui vont réparer, donc une douzaine. Et puis il y a un épaviste local qui reviendra après dans l'histoire, qui vient récupérer les véhicules d'en d'usage. Donc ça, c'est vraiment cette première brique, ce prototype qui a été construit à Mulhouse. Ensuite, deuxième brique qui était Répartim, une entreprise de réparation nature qui officie dans le secteur après-sinistre bâtiment, avec 350 salariés, qui dispose d'un modèle assez intéressant, un modèle mixte entre salariés et sous-traitance. Et puis arrive une opportunité qui se trouve être dans le Grand Est. Le Grand Est, c'est vrai que pour le Crédit Mutuel, c'est un secteur historique. Oui. Hein, on pèse beaucoup plus lourd que ce qu'on pèse ailleurs en France, avec un portefeuille automobile également assez conséquent. Un épaviste donc, qui est Stockcas 70, qui en plus a une relation, là aussi historique, avec le groupe, puisque en 1985, quand il a eu besoin de fonds pour se lancer, le Crédit Mutuel a répondu présent. C'était un des seuls à répondre présent. Donc il y a ce côté rapprochement aussi qui, je trouve, est assez sympathique dans la boucle bouclée, dans l'histoire. Et donc, on s'est porté acquéreur par cette opportunité-là, donc de cette entité, donc qui est composée de deux centres classiques et une industrie un peu plus récente, sur 3300 m², qui a une capacité de stockage de 4000 véhicules, qui a démarré il y a 2 ans à peu près. Une chose qui ressemble davantage à l'industrie de la déconstruction d'aujourd'hui. Alors, je précise, le but n'étant pas de se porter acquéreur de d'autres. Là, c'est vraiment l'opportunité qui fait que, localement, en plus avec une interaction avec la station mobilité de Mulhouse, le but pour nous étant bien sûr d'aller diffuser localement de la pièce auprès des réparateurs, quels qu'ils soient. Le but, c'est d'en faire un acteur reconnu, donc le label SRA, bien sûr, ça nous intéressera, forcément, un acteur reconnu. Apparemment, il ne fait pas partie des sites d'expérimentation, donc voilà. Non. On pourrait le voir. Oui, on pourra en discuter, oui. Et le but, bien sûr, c'est de rester ouvert, que ce soit un outil ouvert à tout le monde, destination du marché. Pour nous, ça doit être quelque part notre labo là-dessus. C'est une façon de s'intéresser de près au marché, d'agir de l'intérieur, comme je le disais. Alors depuis l'acquisition, donc ça date de juin dernier. C'est tout récent. On a œuvré déjà les équipes en place ont œuvré pour que le taux d'extraction de pièces commence déjà à bouger un petit peu. On sent les premières tendances. Alors, encore faut-il extraire les bonnes pièces, ça on l'a compris.
Mais on est passé de 15 à 20 à peu près. Donc c'est déjà un premier signal encourageant. Donc là, on est vraiment. Alors, ça répond peut-être à un certain nombre de questions qui se posaient en disant effectivement, est-ce que les ACM vont investir dans les centres VHU, monter un réseau national? Donc la réponse est Clairement non. non. C'était une opportunité et cette opportunité, finalement, c'est quand même un changement parce que l'assureur, il assure, mais là, l'assureur, il intervient, il va suivre, en fait, il est là pour essayer, comme tu le disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation, il y a un marché qui s'organise mais qui va un peu dans tous les sens. Là, c'est de se dire, moi, je veux voir comment ça se passe et je m'investis dans le sujet, quoi. Je veux être véritablement acteur. Aller plus loin, comme je le disais, que le partenariat classique. Et travailler des circuits courts. Travailler les circuits courts, essayer d'innover. Donc on n'a pas la prétention d'innover pour l'ensemble du marché, mais travailler avec d'autres des constructeurs pour aller collectivement, parce qu'on sent bien que c'est comme beaucoup d'autres sujets, ça reste quand même un sujet collectif. Il faut qu'on soit tous moteurs et qu'on flèche tous dans le même sens. Donc, tester, on va réessayer quand même le réemploi du bris-glace sur les vitres latérales. On va essayer de faire des petits packages de pièces sur des petites agrafes et autres qu'on utilise dans le vitrage. Ça, on a eu l'idée parce qu'on opère nous-mêmes le bris-glace dans la station mobilité. On va essayer, alors je sais que d'autres ont déjà essayé, que ça n'a pas forcément toujours marché, mais le dégarnissage de portes, par exemple, ou packager. Préparer la pièce. Préparer la pièce différemment. Une offre commerciale, oui, quelque tout part. À fait. Tout à fait. Pour faciliter l'arrivée de la pièce chez le réparateur, qu'il ait le moins de travail Exactement. possible. Exactement. Okay. Pour, encore une fois, lever ces irritants qui sont souvent cités. Alors comment ça marche dans la réflexion? C'est-à-dire qu'il y a les professionnels du centre des constructions et il y a des gens de l'assurance qui sont là aussi à côté pour piloter. C'est un partenariat? C'est comment ça... Alors, ça doit rester clairement étanche. Séparé, c'est autre chose. Donc, en fait, ce qui est, c'est que le directeur aujourd'hui de station de SC70, c'est Laurent Turc, qui était mon adjoint avant, qui est donc devenu directeur de cette entité. Cette entité. Et donc lui pilote, nous ensuite on intervient comme si c'était un partenaire, un autre partenaire des constructeurs, un de nos nombreux partenaires des constructeurs. Donc là on était dans la deuxième expérience, hein. On a donc le label, on a compris effectivement, hop là, acteur, je ramasserai mes choses tout à l'heure. Merci, non mais c'est pas grave, laissez par terre. Et donc là, on a l'assurance effectivement qui s'investit, qui monte en puissance. Et puis donc le troisième exemple, c'est Cap Nord, donc un des constructeurs avec Pierre Messmaker. Donc voilà. Alors peut-être Pierre, une expérience. Moi, j'ai noté, pour présenter rapidement dans les 3 points, c'était une observation européenne et une mise en pratique des bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire que vous êtes en train de construire avec Cap Nord, quoi. Donc, vous allez nous en parler. Je vais me permettre de présenter du coup Cap Nord, Bien mais sûr. aussi Mobiliance, si Alain et Laurent le permettent. Mobiliance, notre syndicat professionnel. On le connaît un petit peu, hein, mais oui. Parce que vous pouvez voir, je suis encore jeune et fringant, mais j'appuie ma grille de lecture sur les 30 ans d'expérience de mon père. Qui n'était pas dans la profession originellement, mais qui est venu vraiment par passion du produit, vraiment passion de l'automobile. Et c'est en tant que client qu'il a découvert un peu cette profession, parce qu'il restaurait des vieilles cabriolets, des Volkswagen Coccinelle, de A à Z, en allant dans les centres VHU. Et donc c'est avec cette vision client et cette conviction, c'est que notre raison d'être, c'est réellement de faire de la pièce de réemploi. Et donc, il a participé à de nombreuses actions collectives au sein des centres VHU, notamment les partenaires de la démolition, des entreprises participatives et mutualistes. Et il a œuvré aussi au niveau local, national et européen au sein de Mobiliance. C'est avec cette dernière casquette qu'il a pu partager des bonnes pratiques avec des acteurs européens en allant les visiter tous les ans. Et il a discuté un petit peu des différents business models à travers les marchés, les bonnes pratiques. Et il a décidé en son temps d'appliquer l'ensemble des opérations des pays du Nord. Pourquoi ils avaient une meilleure pénétration de marché dans la pièce de réemploi à l'époque? C'est que l'ensemble des assureurs s'étaient mutualisés pour créer une plateforme unique qui avait 3 vocations. La première, mesurer du coup l'adoption de la pièce de réemploi, avait la capacité de
distribuer de façon large à l'ensemble des réparateurs cette pièce, et aussi réduisez les coûts de distribution pour l'ensemble des acteurs locaux, les CVHU locaux. Et ces CVHU ont pu du coup se focaliser sur leur supply chain, leur opération, plutôt que se focaliser sur, enfin, se concentrer et sur la distribution et sur la production. Donc une observation, on va dire, prospective européenne. Voilà. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre son mandat et avec l'aide de Claire qui m'a fait la passation, on a pu mettre à jour cette grille de lecture en voyant effectivement que le marché devient de plus en plus européen. Il y a des concentrations qui sont opérées au niveau de la Suède sous l'impulsion du changement d'énergie, donc l'électrification du parc. Aussi par pression assurantielle au niveau de la Norvège, mais on voit aussi que certains pays comme la Pologne distribuent de plus en plus de pièces parce qu'ils ont un niveau de consommation qui est peut-être un peu moins élevé, donc ils sont un peu plus aptes à prendre de la pièce de réemploi. Donc on remarque que l'ensemble des freins à la distribution européenne donc, tombe, le marché devient de plus en plus fluide à travers les pays, mais ça rend l'offre beaucoup moins lisible pour les réparateurs parce que le niveau d'exigence dans le démontage est vraiment hétérogène à travers les pays. Donc on salue vraiment SRA pour son initiative de label qui permettra de standardiser aussi bien les pratiques de démontage, mais aussi un standard de distribution, ce qui donnera une meilleure lisibilité au niveau des réparateurs, ce qui est pour moi une des clés de succès. La deuxième clé de succès, comme je disais juste avant, c'est rendre accessible le plus facilement possible la pièce aux réparateurs. Et donc permettre une meilleure connectivité des réparateurs aux différents outils des centres VHU et vice-versa. Et c'est pour ça que nous, on a décidé d'internaliser des développeurs chez nous, avec peut-être l'idée enfantine de se dire que si on a la capacité, on pourra se connecter. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément aussi simple parce que les réseaux de réparateurs ont aussi des problématiques de charge de travail pour connecter l'ensemble des acteurs. C'est pour ça qu'on a créé avec des confrères régionaux, avec une ambition régionale, un GIE, afin de mutualiser, encore une fois, ce qui est dans notre ADN, les bonnes pratiques, et également les outils. Ces acteurs sont le groupe Dubourg, le groupe Audis Recyclage, Allocas Auto et Faire Recyclage pour l'instant. Et on a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre pour compléter notre maillage. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure accessibilité. La troisième clé de succès pour nous, elle est vraiment la coordination et dans les différentes parties prenantes de la réparation, de manière générale. Parce que lorsqu'on discute avec des commissaires européens, notamment en charge des consommateurs, de l'environnement ou de l'économie circulaire, on se rend compte que nos problématiques sont vraiment très éloignées de leur quotidien. Certains parlementaires se demandaient s'il y avait réellement un marché illégal dans notre secteur. C'est-à-dire illégal avec les véhicules volés, avec les exutoires de marketplace qui ne contrôlent pas la traçabilité de leurs produits. Et donc ils étaient assez étonnés qu'on se plaigne de cette problématique. La commissaire européenne sur la consommation, celle qui a fait la RSGP en France, nous avait avoué qu'elle avait complètement occulté le marché du réemploi, de la seconde main, parce qu'elle estimait que ce marché était opéré majoritairement de customer to customer. Et donc, elle avait rajouté des layers législatifs, de réglementaires plus poussés en direction des OEM. Ce qui ne nous permet pas forcément de distribuer plus simplement l'ensemble des pièces qu'on aimerait distribuer. Et donc, la troisième clé de succès pour moi, elle serait vraiment une coopération accrue pour qu'on ait une vision un peu plus alignée et qu'on puisse avoir un impact plus fort sur l'ensemble des pouvoirs publics. Alors, pouvoir public, mais aussi acteurs, non
acteurs de la réparation, les experts, tout ça, vous voulez dire, non Et avec les acteurs tels les experts, on souhaite effectivement de plus en plus coopérer afin d'élargir ce nombre de pièces qui sont utilisées dans les réparations, afin de les rassurer sur notre capacité à distribuer de façon générale et de façon, je dirais même systématique, un niveau de qualité suffisant pour l'ensemble des pièces. On peut prendre des renforts de pare-choc, on peut voir des armatures avant, on en vend beaucoup dans le cadre des VO, mais on n'en vend aucun dans le cadre des réparations collision. Ce qu'on déplore un petit peu, mais au vu de l'hétérogénéité de la qualité de la pièce distribuée, on peut comprendre leurs craintes. Et donc on aimerait travailler de façon collégiale afin de faire augmenter le nombre de pièces, ou en tout cas de catégories, dans les divers rapport d'expertise. Ouais, vous avez une vision commerciale là-dessus, mais effectivement, je pense que ce que j'avais noté dans l'expérience de Cap Nord, c'est que vous restez sur le modèle d'Europe du Nord, c'est-à-dire une entreprise de proximité. Vous n'avez pas vocation à devenir une entreprise, alors je veux dire nationale, je me trompe peut-être, mais alors, vous avez volonté d'être sur des circuits courts, sur la proximité. C'est exactement. Je pense que la lisibilité passera par du marché, passera effectivement par une standardisation et une visibilité accrue de nos produits. Il y aura des acteurs avec l'ambition nationale, voire internationale. Nous, ce n'est pas le cas. On continue à vouloir opérer dans les Hauts-de-France et les départements limitrophes, tout en faisant des partenariats avec des gens ayant une ambition compatible avec la nôtre. D'où le GIE, c'est ça, enfin, D'où le GIE. Voilà. Et le GIE qui a pour vocation de dire entre petits acteurs locaux, régionaux, enfin petits, excusez-moi, mais je veux dire à taille effectivement de proximité, vous développez un savoir-faire identique, une offre identique, de façon à ce que l'écosystème de la réparation ait un repère au niveau national. Exactement, avec... Mettez bien le micro. Voilà. Avec un... Excusez-moi. Non. Avec un contrat de service effectivement générique, avec des conditions commerciales similaires et avec des outils de distribution communs. Oui. Alors, label SRA aussi, oui, vous ne faites pas partie du centre d'expérimentation. Si. Ah, ouais, voilà, Ils viennent chez nous mardi prochain. D'accord. Exactement. Tiens, une question, c'est pas contraignant ce qu'ils proposent, non? C'est challengeant, enfin comment dire. Excusez-moi Emmanuel, j'utilise le mot challenge. Non, challenge, c'est français. Oui. Eh bien non, parce que notre père avait envie qu'on ait une vie professionnelle avant, mon frère et moi. Mon frère gérait une 50aine de personnes dans l'oil and gas, il faisait des projets internationaux aussi dans le mining. Et moi j'ai fait mon expérience professionnelle dans l'audit interne pour des banques, pour également des grands groupes internationaux dans la distribution. Et donc j'ai utilisé l'ensemble de mes expériences passées pour les implémenter, et notamment on estimait que si on ne mesure pas un problème, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et donc on a voulu vraiment, dès qu'on est arrivé, implémenter tous les outils de mesure possibles pour nous assurer que notre client soit satisfait finalement. Donc on voit la professionnalisation des centres de récupération. GPA a déjà effectivement expliqué toute sa professionnalisation. Cap Nord aussi. Ça ne peut que rassurer l'assureur. Oui, ça rassure l'assureur, évidemment, puisque ça rassure également toute la chaîne. Ça rassure les réparateurs, ça rassure les experts. Donc, si l'ensemble de la chaîne est convaincu grâce à ce niveau de qualité minimum, eh bien, on arrivera à accélérer. On arrive pratiquement à la fin de notre tour de table, en tout cas des 3 expériences complémentaires. Je ne sais pas, avant de donner une phrase de conclusion, est-ce que du côté des questions SRA ou questions à distance, pas de questions sur l'expérience? Non. Dans la salle, peut-être une question? Non plus. Je sais qu'ils ont vu la slide après, bon appétit, donc je pense qu'effectivement, c'est pour ça. Peut-être en conclusion, alors est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en message que vous voudriez porter par rapport à vos expériences? On a fait le tour de façon assez exhaustive. Si, peut-être une question, parce que cette observation européenne, je vais faire le lien avec Emmanuel tout à l'heure qui nous a parlé. En Suède, 60 pièces, 15 en France. Au niveau européen, il y a quand même des différences. Je pense que vous l'aviez observé d'ailleurs oui. dans l'observation.
Et quelques petits chiffres ou quelques petites données là-dessus. Les derniers chiffres que j'avais étaient pour 2024 Oui. et c'était en valeur totale de la réparation. Donc ça ne prend pas que le dommage collision, ça prend l'ensemble des pièces en réparation. En France, on avait une pénétration de marché de 3,3%. Donc 3,3% de pièces de réemploi sur en valeur sur l'ensemble du marché français. J'ai un ordre de 525 milliards. C'est quelque chose comme ça bon, dire. D'accord. Pour la Suède et la Norvège, respectivement, c'est 4,6 et 4,5, avec une ambition apparemment des assureurs de passer entre 10 et 20 dans les 5 prochaines années. En tout cas, en Norvège, c'était un objectif assumé apparemment. Et la pénétration la plus forte était au niveau de la Turquie, qui est un marché relativement fermé, et de la Pologne. D'accord. Voilà. Je vais vous, simplement pour conclure ce tour de table, vous demander un petit mot de conclusion à chacun, une petite phrase. On va commencer par Dominique, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Voilà. Donc un petit mot de conclusion sur... Moi, ça va être rapide. Je donne rendez-vous donc, à tous au premier trimestre 2026 pour l'attribution des premiers labels SRA recycleurs vertueux au centre. Donc on va suivre ça avec intérêt. Voilà. Et puis, lancement imminent. Voilà, en tout cas. Lancement imminent. Merci en tout cas. Pierre, je souhaite que suite à cette intervention, on puisse croiser les regards sur le marché, la perspective marché, peut-être un peu plus souvent, afin de faire perdurer cette belle aventure qui est la pièce de réemploi. Et moi j'insiste, on est dans le domaine de l'assurance, donc de la réparation, sinistralité, mais il y a de la PIEC aussi, doit y avoir un effort vis-à-vis de la maintenance des véhicules pour les particuliers. Et ça, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à développer. Je ne suis pas sûr que ce soit encore dans l'état d'esprit de tout le monde, de tout l'écosystème de la réparation. Je ne sais pas si vous partagez. Je partage, ça dépend. On pâtit effectivement d'une hétérogénéité dans nos pratiques et donc certains réparateurs mettent plus de temps effectivement à réadopter la pièce et je pense qu'avec le temps on arrivera à les convaincre de plus en plus qu'on est capable de les satisfaire de façon systématique. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'osera pas prendre la parole, mais il est chez SERA, mais il m'a raconté l'existence de faire réparer le véhicule de sa fille et le réparateur dit oui, on peut réparer et donc vous pouvez me proposer une PIEC et donc le réparateur dit oui, si vous me l'amenez. C'est pas le rôle du consommateur d'aller chercher la pièce. Donc quelque part, effectivement, il y a quand même une culture, parce que moi, je ne sais pas où aller chercher une pièce. C'est pour ça que je dis, effectivement, il y a peut-être donc dans les centres VHU une stratégie commerciale à mettre en place aussi pour effectivement habituer le particulier aussi à venir se fournir, peut-être des solutions digitales, mais enfin, il y a tout un écosystème à construire là. Il se crée petit à petit avec diverses initiatives. Oui. Très bien. Et donc, dernier mot de conclusion, Thierry. Dernier mot, je trouve qu'on est sur un marché qui est quand même très dynamique, qu'on est passé de la casse à une industrie de la déconstruction, certes encore hétérogène. On a encore un petit peu de chemin à faire pour lever les irritants, lever les freins à travers les différents acteurs qui composent la chaîne. Donc, pour résumer, l'idée c'est œuvrons collectivement pour faire de la deuxième main le premier choix de demain. Très bien. Beau mot de conclusion. Un spécialiste. Ce serait une reconversion de fabricant de phrases. Il faut se mettre dans la com.